Bienvenue à cette conférence qui fait suite à un atelier qui a eu lieu ce matin sur le thème du financement de la transition numérique de l'ESS et même plus spécifiquement du secteur associatif. Vous allez voir qu'on va parler beaucoup du secteur associatif. Le thème est un peu plus large autour de l'ESS, mais ce matin les échanges ont beaucoup eu lieu autour de ça. L'atelier a parlé des freins et des solutions qui pouvaient être identifiées autour des questions de financement de la transition numérique des assos. La conférence va avoir pour objet de revenir là-dessus à travers un panel représentatif, autant que faire se peut, de secteurs associatifs, des structures qui accompagnent les assos et des structures qui les financent. Je laisserai après se présenter rapidement le panel. Ou alors peut-être qu'il faut que je le présente maintenant avant de poser le sujet. Je pense. Est-ce que vous voulez vous présenter plutôt que je vous présente mal? Je vous passe le micro. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Gabriel Morisson, je suis le directeur général de Huggle, qui est une start-up créée par une association d'intérêt général qui s'appelle Live for Good et qui aide les associations et le secteur public à utiliser le digital au mieux. Bonjour, moi je suis Angeline Alamy, je suis en charge de la Fondation Accenture et Accenture est à la fois accompagnant et financeur de la transition digitale, numérique, peu importe le mot, des associations depuis plus de 15 ans, notamment via 6000 jours de mécénat de compétences, surtout technologiques, qu'on fait pour les assos. Bonjour à toutes et tous, je suis Imadedine Hassani et je travaille pour le mouvement associatif, qui est une tête de réseau associatif qui fait du plaidoyer, entre autres, sur les questions de vie associative au sens large. Bonjour, je suis Alexandre Giraud de la Fondation de France, qui abrite près de 900 fondations habilitées et qui soutient à travers une quarantaine de programmes plusieurs milliers d'associations chaque année et qui revoit sa stratégie d'impact, on va dire, pour intégrer notamment un volet numérique aux côtés de 8 autres volets dont on pourra parler plus tard. Élise Moison, moi je travaille aux entreprises pour la cité, qui est un réseau d'entreprises engagées depuis plus de 35 ans sur les sujets de diversité, d'emploi, d'égalité des chances et de mécénat et d'engagement citoyen. Oui, c'est bon. Et moi je suis Guillaume, un des cofondateurs du Fantastic Plaza. Je vais être modérateur de l'échange, mais j'ai aussi une posture d'accompagnant des assos sur leurs enjeux de transition digitale. Pour poser un peu le décor, ce matin on a vu que la transition numérique, en tout cas le numérique, avait un rôle à jouer dans le travail des assos, notamment en 2019, France Active a identifié 3 verticales dans lesquelles le numérique a sa place, qui est de renforcer la relation avec les bénéficiaires, de repenser son organisation interne et de gagner en efficacité économique. Sur ces 3 verticales, le numérique peut jouer un rôle et accompagner les assos dans leur travail au quotidien. Et pour autant, il y a énormément de freins qu'on a évoqués, des freins stratégiques, des freins financiers, des freins de culture, de peur du changement, qui viennent bloquer cette dynamique. Et pour ce qui est des freins financiers, qui est notre thème là, il y a un marqueur qui est assez important, qui ressort de l'étude Solidatech et Recherche et Solidarité sur la place du numérique dans le secteur associatif, qui est que 77% des assos répondantes de cette étude disent faire leur transition numérique sur des fonds propres et pas sur des partenariats avec des fondations où ils vont faire ça en collaboration. Ça pose un peu le décor, ça ne résume pas tout, mais je pense que c'est ça, et de manière générale, là vous allez avoir un petit tour d'horizon des différentes parties prenantes, et on va commencer par le mouvement associatif représenté par Imad, qui va reprendre un peu ce que j'ai raconté et appuyer dessus, puisqu'il travaille justement là-dessus en ce moment. Est-ce que tu veux prendre le micro ? Tout à fait. Merci pour cette présentation. Moi, j'essaierai de compléter ce tableau autour des sujets de transition numérique sur la vie associative en précisant, tu parlais tout à l'heure de l'enquête qui a été présentée par Solidatech et Recherche et Solidarité. Il faut savoir que c'est une étude baromètre qui a eu lieu tous les 3 ans, et la dernière édition date de 2022. Elle a été faite dans le cadre du centre de ressources DLA numérique qui est co-animé par Solidatech et par le mouvement associatif.
L'idée de cette enquête est d'interroger les responsables associatifs sur justement la place que peut occuper la transition numérique et les outils, les usages numériques. Et bien évidemment, en 2022, l'un des enseignements majeurs, il est lié à la sortie de crise Covid, et ça fait partie des 4 éléments que je voulais préciser sur aujourd'hui, quels sont les éléments clés, les enseignements clés qu'on peut avoir de cette étude et on va dire de la maturité des numériques, la maturité numérique des structures associatives. C'est le premier enseignement, c'est que la crise sanitaire de 2020 a été un accélérateur remarquable des usages et de l'accès aux outils numériques, en sachant que la plupart c'est même quelque chose qu'on peut nous-mêmes, à titre personnel, expérimenter, mais les associations ont dû réorganiser leur activité, s'outiller, se former, et aujourd'hui on constate toutefois, malgré l'accélération des pratiques et la mise en place d'outils, qu'il y a encore des maturités numériques très variées. Il y a des structures qui sont encore des grosses structures qui avaient déjà entamé leur processus de transition numérique, ou du moins qui étaient encore avancées, qui ont entre guillemets bénéficié de la crise Covid pour aller plus loin dans la sensibilisation de leurs équipes. Et il y a des structures qui sont restées encore un petit peu sur le bas de côté, donc ce qui fait qu'il y a des profils d'associations très diverses par rapport à cette problématique. En deuxième point, je voudrais insister sur les objectifs qu'ont les associations avec la transition numérique, qui restent principalement de la visibilité, le fait de pouvoir mettre en avant leurs activités sur les réseaux sociaux et sur les sites internet. Une deuxième fonction qui va être plutôt sur l'animation de réseau, comment on mobilise sa propre communauté, comment on la tient informée des actualités. Et en troisième lieu, une communication interne, en parlant effectivement des bénévoles, mais aussi des équipes salariées, comment je partage des documents. Donc ça, les objectifs n'ont pas trop bougé après la crise Covid, même si on sent une augmentation d'un besoin de mettre un peu plus de sens dans les outils qu'on a développés. Ce qui me permet de faire la transition avec peut-être les difficultés aujourd'hui que rencontrent les associations. Elles sont de 3 types. Humainement, il y a encore ce besoin d'aller chercher la compétence, de former les salariés, les administrateurs et les bénévoles sur les compétences numériques qui permettent à l'association de mener à bien ses missions et poursuivre ses objectifs. La deuxième, c'est de la technique, même si là-dessus on constate, on va dire, une stagnation de ce besoin-là, mais toutefois le fait de disposer des bons outils pour mener à bien ses missions reste la difficulté identifiée par les associations en deuxième lieu. Le volet financier, savoir identifier ses ressources, tu le disais tout à l'heure, c'est vrai que 77% des associations financent leur transition numérique sur des fonds propres, donc il y a une difficulté à identifier des solutions, des sources de financement différentes. Et en dernier lieu, l'aspect stratégique qui évolue de plus en plus. Et ça, c'est peut-être parce que les structures associatives sont plus sensibilisées depuis, donc elles identifient le fait de mettre la stratégie numérique au cœur, le numérique au cœur de leur stratégie pour pouvoir poursuivre leurs actions. Voilà. Et je terminerai peut-être juste un tour d'horizon qui est sur la suite de l'étude de la place du numérique, qui est l'étude Opinion des responsables associatifs, qui est une autre étude de recherche et solidarité, qui là vient interroger les besoins d'accompagnement spécifiques. Et sur les questions du numérique, 31% des associations disent qu'elles ont besoin d'un accompagnement extérieur. Est-ce que tu veux rebondir là-dessus, toi, Gabriel ? Oui, bonjour à tous. Moi, je vais essayer de donner quelques colorations supplémentaires par rapport à tous ces sujets qu'on a évoqués là. La première chose quand on parle de tech et de secteur associatif, c'est peut-être de se souvenir que quand on fait de la tech, on va automatiser. Et l'autre mot pour dire automatiser, c'est qu'on va industrialiser. Alors vous allez peut-être vous dire, Gabriel, l'économie sociale et solidaire, c'est pour faire de l'humain, tu nous parles d'industrie, là, est-ce que tu es bien sûr de ton coup ? Oui, j'en suis bien sûr. C'est justement qu'il faut savoir mettre de l'industriel là où ça a du sens, là où on peut automatiser, et puis préserver aussi des espaces où la tech n'a pas sa place, parce que c'est juste un espace humain, et la tech a juste rien à y faire. Mais résultat, si on commence à penser de la tech alors qu'on n'a pas de process, alors qu'on n'a pas vu et imaginé comment tout ça allait fonctionner, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est un premier préalable qui nous semble super important. Deuxième chose, on a parlé de la place du digital et de la manière dont le numérique était appréhendé. Je pense que si on fait un sondage auprès des 500 premières associations françaises, on leur demande, mais dans combien de cas vous avez un directeur informatique qui est au comité de direction,
il n'y a pas beaucoup de monde qui va lever la main. Et vous savez quoi, si on fait la même chose sur les 5000 premières entreprises françaises, elles vont toutes lever la main. Pour une raison simple, c'est que le numérique, c'est pas juste oh, j'avais 2 bonbons essence, je me suis acheté 2 bonbons électriques et puis c'est bon, c'est résolu. C'est je vais avoir un impact sur mes process, mon fonctionnement et tout ça, et donc il faut le regarder en profondeur. Et ce problème d'acculturation, il se renforce sur des éléments très symptomatiques qu'on a vu ce matin à l'atelier, notamment des gens qui disaient mais ouais, moi le problème c'est que quand je parle à des prestataires techniques, je comprends rien à ce qu'ils me racontent. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'ils font en partie exprès, donc c'est raisonnable. Mais la deuxième bonne nouvelle, c'est que c'est aussi lié à un manque de culture numérique globale dans cette organisation et qu'il faut venir le résoudre parce que sans ça, on ne va pas y arriver. Et cette affaire culturelle, j'insiste beaucoup dessus, c'est qu'on parle de stratégie. En effet, il faut que la stratégie numérique soit claire, mais le numérique, c'est aussi un peu un révélateur. Si votre stratégie n'est pas claire, le numérique va vous le dire aussi. Et donc, il faut aussi, parfois, on fait payer beaucoup au numérique sur oh là, le projet était long, on n'a pas délivré ce qu'il fallait, etc. Mais, excusez-moi, mais la stratégie, là, elle est claire. Est-ce qu'elle n'a pas complètement changé? Est-ce qu'on sait ce qu'on veut faire exactement? Donc le numérique, il vient questionner aussi la stratégie de l'association, et ça, je pense qu'il faut le garder à l'esprit, parce que ça peut être aussi un souffre-douleur assez simple, on va dire, sur certains sujets. La deuxième partie sur laquelle je voulais venir, c'est que, une fois qu'on a vu tout ça, il faut se poser la question de comment je finance tout ça? Et dans la question du financement, pour nous, chez Hugel, il y a 3 sujets majeurs qui sont rarement regardés. Le premier sujet, c'est un pur sujet fiscal. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais le gouvernement a un mot qu'il adore. C'est soit French Tech, soit Startup Nation. Ça, c'est 2 mots, ils aiment beaucoup. Et c'est plutôt pas mal, hein, ça crée de l'innovation, ça crée de l'emploi, etc. Donc on peut être tous contents de ça. Mais ce qui n'est pas très chouette, c'est que si je suis une association, aucun des dispositifs fiscaux et les avantages associés me sont accessibles. Je n'ai pas le droit au crédit impôt innovation, je n'ai pas le droit au crédit impôt recherche, je vais payer la TVA, j'ai le droit à aucune aide de la BPI, et je pourrais continuer comme ça longtemps. Alors les seuls qui en France regardent un peu le sujet, c'est la Caisse des dépôts et consignations, puisque c'est la Banque des territoires qui s'intéresse vraiment au sujet, on pourra en parler tout à l'heure, mais c'est vraiment une grosse problématique. Et nous, on a fait une estimation rapide pour vous donner juste un ordre d'idée. Vous êtes une association et vous lancez un projet tech, et vous voulez faire la même chose dans une start-up en France. Le différentiel de coût, il oscille entre 1 et, donc base 1 pour l'entreprise, et pour l'asso, ça va être entre 2 et 3, lié à l'absence de cet avantage-là. Ça, c'est un premier sujet majeur. Deuxième sujet, on parlait des fonds propres. Quand on parle des fonds propres, en effet, c'est un problème, c'est-à-dire que je vais financer sur mes propres fonds, et donc comment je vais faire? Et c'est un autre problème, c'est que la tech, elle va mettre du temps à avoir de l'impact. Parfois 6 mois, parfois 12 mois, parfois 24 mois, parfois 36 mois. Et est-ce qu'on connaît une association qui se dit, comme ça va prendre 3 ou 4 ans, je vais souscrire un crédit, je vais prendre de la dette pour financer ça? Ça n'existe pas. Donc ça, c'est un deuxième sujet culturel, de se dire, si c'est de l'investissement, comment je le finance? Est-ce qu'il n'y a pas des mécaniques de financement aussi, tout simplement bancaire, que je peux venir mobiliser? Et troisième sujet qui va beaucoup concerner la question des financeurs, c'est que comment sont lancés les projets tech? Moi, je vais prendre une illustration, tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec mon descriptif de ce qui s'est passé, mais je pense que c'est pas très loin d'être vrai ce que je vais vous raconter. C'est l'histoire du plan mentorat du gouvernement. Vous savez, un jeune, un mentor. Très beau plan, plus de 150 000 mentorés cette année, super. Une vingtaine de grandes associations françaises sélectionnées, une dizaine d'entre elles qui lancent un développement massif d'outils, aucun développement en commun d'outils, et les outils qui sont développés sur une période qui se passe juste après la sélection d'un projet. C'est normal, avant j'avais pas les financements, donc comment est-ce que je pourrais lancer un outil tech? Très bien. Des objectifs gouvernementaux très importants dès le démarrage. Et donc, pour toutes ces associations, en dehors du plus ou moins grand taux de réussite de ces projets tech, la tech, elle est en train d'arriver là maintenant. Et ils ont déjà mentoré 100 000, 200 000, 300 000 jeunes, sur lesquels on n'aura pas les données, on sera dans une situation, en fait, on a dépensé beaucoup d'argent parce qu'en fait, il y a des trucs qui s'étaient automatisables et que la tech n'a pas pu jouer son rôle. Et donc là, je souligne simplement la difficulté qu'il y a dans cette logique d'appel à projet, à dire j'ai un appel à projet, je veux des résultats rapides en tant que financeur, et résultat, en fait, quand bien même j'accepte de financer la tech, ce qui est quand même pas très souvent le cas, en fait, la tech n'arrive jamais au bon moment. Donc là, je pense qu'on a un problème de temps, et qu'il faut vraiment venir adresser. Voilà un peu pour les sujets que je voulais illustrer auprès de vous aujourd'hui. Top, merci à tous les deux. Si je résume, on a des assos qui ont conscience que le numérique a un rôle à jouer dans leur activité,
qui, selon le baromètre, est encore beaucoup aussi le numérique perçu comme un outil de communication, qui petit à petit commence à trouver sa place comme un outil d'activité, on va dire. Et par contre, quand on veut passer la seconde, en fait, on a les sous qu'on a réussi à mettre de côté petit à petit au fur et à mesure des appels à projets, à mettre 5 000 €, 10 000 € de côté, etc. Et du coup, pas la culture du financement à long terme et de la stratégie long terme, quoi, avec des mécanismes fiscaux et financiers qui ne sont pas à la hauteur de la culture et du fonctionnement des assos. Tu veux rebondir ? Ouais, je peux faire un tout petit rebond. On a aussi beaucoup parlé ce matin du fait que le coût du numérique, c'était pas le coût du projet en année 1. En fait, il y avait une année 2, une année 3, une année 4, une année 5, puis une année 20. Et donc, très souvent, il y a aussi ce sujet-là. J'avais les financements pour l'année 1, pour l'année 2. Donc, j'ai mis 50 000, 100 000, 200 000, 300 000 € sur la table. Enfin, peu importe le montant que j'ai mis. Et ensuite, en fait, j'ai 0. Et donc, mon outil, il meurt. Et donc, ça, je pense que c'est un point aussi hyper important, c'est la question de la maintenance de l'investissement. Parce qu'en fait, il va y avoir des coûts récurrents et qu'il faut pouvoir prendre en charge. Oui, et d'ailleurs, ce matin, dans l'atelier, dans une des pistes de solutions sur la stratégie et le financement, c'est effectivement potentiellement de créer des matrices pour que les assos puissent dimensionner le moment où c'est plus juste un coût et une charge, et ça devient en fait une ressource, le numérique. Parce qu'en fait, quand on lance un projet numérique, ce sur quoi tout le monde était d'accord ce matin, c'était de dire ça coûte surtout beaucoup d'argent en temps 1, quoi. En temps 1, on voit les dépenses, puis les gains, on les voit pas trop. Et pourtant, on sait tous qu'un projet numérique qui marche même à peu près sur 1 an ou 2 ans, il finit par créer des énormes gains, et ils sont difficiles non seulement à visualiser, puis après effectivement à pérenniser, puisque pour le coup, les coûts en maintenance d'un projet numérique sont importants et deviennent des charges fonctionnelles. Et alors on sort notre patte sur comment ça fonctionne. En deuxième temps, on voulait faire parler un peu le secteur associatif. Est-ce que Élise, tu veux rebondir sur ce qui a été dit ? Beaucoup de choses sur lesquelles on a envie de rebondir. Je prends le cas très concret d'un jeune mentor. J'ai travaillé dans une des associations qui a été identifiée et qui a été lauréate de cette grande subvention pour pouvoir accompagner des jeunes dans le cadre d'un mentorat. Effectivement, ça a été un énorme enjeu et d'autres plus grosses associations, je pense, ont pu s'en saisir beaucoup plus rapidement. Nous, au final, on a dû un petit peu se débrouiller, se dépatouiller des tableaux Excel pour pouvoir assurer en temps et en heure des reportings et des mesures d'impact correctes qui puissent répondre aux attentes des investisseurs, des financeurs. Et ça, on a perdu un temps aussi assez incroyable, nous de notre côté, à réfléchir à comment construire ces tableaux, comment se piloter, de la façon la plus intelligente, mais aussi peut-être un peu artisanale, alors qu'effectivement, s'il y avait une synthèse de tout ça, on aurait vraiment gagné du temps, et au final, on en a perdu. Et ça a été difficile d'atteindre les objectifs, alors qu'ils étaient absolument réalistes et réalisables, mais on a perdu du temps parce qu'au final, on était un autre sujet sur le financement des ressources humaines. On n'a pas été démultiplié en nombre de personnes pour pouvoir accompagner aussi le projet, son essaimage. Donc voilà, la complémentarité entre l'outil digital, je préfère dire outils digitaux que texte, ça peut faire toujours un peu peur pour le secteur associatif, où on n'a pas l'impression de révolutionner quoi que ce soit, pas la French Tech, effectivement, ni une Startup Nation, on a simplement besoin d'outils. Voilà. Donc les outils couplés aux ressources humaines, c'est assez clé. Et à ce sujet, on en parlait quand on préparait cette intervention, moi j'ose à croire que ce sujet et ces enjeux sont conjoncturels. Il y a 15-20 ans, on avait les mêmes enjeux sur les questions RH. Aucune entreprise, encore moins financeur public, finançait et fléchait sur de l'accompagnement, renforcer les ressources humaines pour pouvoir accompagner le projet, parce que il y a 20 ans, l'associatif, c'était des bénévoles. Il n'y avait pas de professionnalisation du secteur. Et donc, vouloir accompagner et faire financer des ETP, c'était complètement hors cadre. Il y a 2 ans, on a réussi sur un projet, via une entreprise qui ne fait que des ressources humaines, à flécher des énormes montants sur de l'accompagnement justement à monter en compétences
et à recruter des ressources humaines. Ça n'est plus un sujet. Le secteur s'est professionnalisé, on a compris l'enjeu et qu'on ne pouvait pas simplement faire avec des bouts de ficelle et puis 2 personnes bénévoles derrière un ordinateur, ça ne marchait plus. Donc il fallait aussi financer les ressources humaines. Il y a eu un très gros coup d'accélérateur avec la crise Covid, effectivement. C'était plutôt, je pense, un sujet qui stagnait et sur lequel on avait beaucoup de difficultés. J'espère que d'ici 10 ans, ça ne sera plus un sujet au même titre que l'accompagnement sur le financement des ressources humaines n'est plus vraiment un sujet. Il y a encore quelques années, il y avait un seuil de pourcentage de votre budget qui ne devait pas être franchi sur la part des ressources humaines allouées à votre projet global, sinon c'était scandaleux. Alors que globalement, c'est quand même ça qui fait tourner la machine, parce que le reste, on fait vraiment avec des bouts de ficelle. Donc voilà, c'était mon petit exemple sur ce sujet spécifiquement. Après, je pense qu'il ne faut pas négliger tout le volet organisationnel et outils internes dont tu parlais. Il n'y a pas que l'outil et les outils tech extérieurs et visibles, les outils un peu moins sexy et de collaboration en interne sont vraiment clés. Oui, c'est pas très excitant de parler de CRM, etc. Mais au final, c'est ce qui permet de pouvoir avancer, de pouvoir se développer, de pouvoir envisager d'essaimer aussi ces programmes, d'aller dans d'autres villes. Hein, c'est pas forcément à l'international, mais c'est passer de Paris à Reims, voire peut-être à Lyon ou à Marseille. Ça facilite énormément la tâche. Et là, pour le coup, moi, j'ai jamais vu une association qui avait les ressources en interne. Donc, avoir des ressources qui puissent accompagner, questionner, et voilà, moi, il y a plus de 15 ans, j'ai bénéficié d'une mission de la Fondation Accenture, qui avait pour objectif exclusivement cette transformation digitale. On ne parlait pas de transformation digitale à l'époque, mais ça nous a fait bien évidemment questionner la stratégie, l'organisation surtout. Ça a été beaucoup plus long que prévu, mais au final, ça a été clé, puisque ça a tenu pendant plus de 15 ans. Ok, merci. Est-ce que toi, Emma, tu veux rebondir en tant que représentant du secteur associatif C'est un gros titre que tu me donnes là. Non, pas particulièrement. Merci. Je reviendrai après sur un complément sur les dispositifs qui existent sur l'accompagnement. Je peux faire un petit point de retour d'expérience de l'atelier de ce matin. On a souligné aussi que d'un point de vue RH, beaucoup d'associations fonctionnent avec des grilles de salaire pour contrôler les écarts de salaire, pour contrôler les coûts, et puis il y a une grosse affaire de valeur derrière, et qui sont très chouettes. Malheureusement, le secteur numérique est un secteur en forte tension, donc le coût salarial d'un salarié en numérique est très important. Et ça amène à des moments un peu particuliers où certaines associations n'arrivent pas à trouver les moyens de recruter des gens sur le digital parce que ça coûte trop cher, parce qu'elles n'arrivent pas à aligner ça avec leur grille. Mais il y a un moment où on gagne un appel à projet, donc il faut quand même le faire, le projet. Donc on va voir la première SS2I du coin, donc une société de services informatiques, qui va, ou une ESN, elle va nous, c'est vrai que c'est le nouveau terme, elle va nous apporter une presta, et le truc c'est que la presta va souvent être relativement onéreuse, puisque eux font forcément une marge en plus du coût salarial existant sur le marché. Donc il y a vraiment cette question aussi pour les associations de taille plus importante, et même pour des associations qui se disent j'ai besoin quand même d'une personne pivot sur le digital, de comment je gère ma politique RH pour réussir à les intégrer et pas avoir un coût extérieur bien supérieur. Oui, effectivement, les questions des salaires des employés de la tech, c'est un énorme sujet pour le secteur associatif. Est-ce que, si je peux rebondir sur ton intervention, Élise, est-ce que en préparant, on avait aussi trouvé, il y avait un truc intéressant, c'est que dans ton expérience, si je peux retracer un peu ton parcours, tu as travaillé à Force Femmes, puis à Social Builder, puis là, plus pour la cité. C'est intéressant aussi d'un point de vue associatif de raconter la différence entre faire financer un projet tech, comme vous avez pu faire un Social Builder auprès de Google Impact Challenge, et la différence quand en fait c'est juste de l'outillage interne et vis-à-vis des financeurs ou de convaincre. Je ne sais pas si toi tu arrives à ressortir une expérience de ça, quand c'est Google Impact Challenge, c'est évident qu'on va me financer parce que c'est pour un projet tech.
mais j'ai beaucoup plus de mal à convaincre quand c'est pour mettre en place un CRM, etc. Je sais pas si t'as Oui, effectivement, on en discutait. Quand il y a un effet miroir entre le financeur, son cœur de métier, et puis une association qui travaille sur les sujets tech, d'inclusion numérique, etc., il y a un effet miroir très naturel. Et donc il y a une implication de l'entreprise, du financeur, qui est assez simple parce que c'est potentiellement la même finalité, les mêmes objectifs, les mêmes valeurs. On parle plus ou moins le même langage. Alors que quand on est une association qui travaille sur n'importe quel autre sujet, c'est un peu plus compliqué parce que il faut pouvoir expliquer que les outils numériques, les outils digitaux vont pouvoir aider, mais qu'au final on travaille sur des choses qui n'ont rien à voir en fait. Et ça, c'est en train d'évoluer, mais en très longtemps, les entreprises, l'ensemble de leurs engagements étaient très 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 connectés, voire très limités à leur cœur de métier, pour pouvoir assurer aussi surtout une histoire racontée qui a un sens. Je veux dire, c'est aligné avec les valeurs, il faut que les collaborateurs puissent s'y retrouver, c'est assez logique. De plus en plus, on a des entreprises qui commencent à s'ouvrir un petit peu à d'autres sujets, par le biais de leurs clients, leurs collaborateurs, qui portent d'autres sujets, ou même d'initiatives et de causes qui dépassent, mais qui sont peut-être propres sur le territoire. Et donc là, on arrive à travailler sur ces sujets, mais je trouve que ça a été très souvent compliqué de pouvoir sortir un peu de ce cadre. Quand on est une association qui travaille sur l'inclusion numérique, échanger avec Salesforce, Accenture ou Google, c'est facile. On a l'impression qu'on est un petit peu du même monde, on a les mêmes codes. On a simplement un statut juridique un peu différent, mais on se comprend. C'est beaucoup plus compliqué d'échanger avec des entreprises qui ne sont pas sur ces sujets parce que déjà ils ne vous connaissent pas. Vous n'êtes pas dans leur prisme. Et puis il y a un petit peu ce côté, pas réfractaire, mais se dire c'est assez intéressant, mais je peux pas faire tout non plus. Et puis deux, comment est-ce que ça va rentrer dans mon cadre et que je vais pouvoir l'expliquer ensuite. Voilà. Et ça, c'est toujours un peu difficile. Donc il faut, je pense, un petit peu ouvrir les écoutilles et montrer que ces sujets de tech et d'outils digitaux, ils sont vraiment transverses en fait. Qu'on soit les restos du cœur ou une association qui fait l'inclusion numérique, comme Social Leader ou d'autres, en fait, les outils numériques ils sont pour tout le monde. Et les grandes entreprises ont fait leur révolution numérique, sont en train les associations aussi. Le monde de l'ESS de manière générale, c'est vraiment transverse pour moi. Merci. Et Matt qui... Non, mais ça me fait réagir sur le choix des outils. En fait, les associations ont certes compris qu'effectivement on ne pouvait pas faire sans la tech ou sans les outils tech, mais par contre on est en train de réaliser de se dire on peut choisir comment on va faire. Et tu parlais tout à l'heure de CRM, certaines associations font le choix de ne pas aller vers ces outils-là parce que ça ne correspond pas à leur boussole de valeur, à leur projet, avec une orientation soit vers des outils libres ou des outils où on met l'humain différemment. Et ça aussi, ça fait partie de la réflexion de la transition numérique, qu'à un moment donné, il va falloir quantifier et financer. Et c'est particulier de se dire, je veux à la fois chercher de nouvelles sources de financement, diversifier mes sources de financement pour réfléchir à comment je fais sans le numérique. Et je pense que là, on est face à un questionnement qui est intéressant. Ouais, super. Est-ce que c'était une super transition pour le temps financeur? Je ne sais pas si l'un de vous veut rebondir sur ce qui a été dit, puis présenter Angelina. J'ai plein de choses, mais... En fait, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Pour rebondir, c'est bien. Donc là, je vais parler avec la casquette SS2I ESN, Accenture est un ESN, avec la casquette financeur et avec la casquette accompagnant. Moi, ce que je vois, pour compléter, alors je cautionne beaucoup de choses que vous avez dit, notamment sur la partie, ce qui est très frustrant
Et ne pas croire que c'est spécifique aux assos, c'est les entreprises en général, n'importe quelle structure qui doit se lancer dans la transformation digitale, tout le monde va dire que c'est sexy, que c'est génial, et machin, ça fait peur. Hein. Donc, et ça démarre systématiquement, et c'est là la frustration, par une analyse de process, la strat. La tech n'est qu'un moyen. Hein. Et potentiellement, à l'issue d'un cadrage qui parfois peut être long, hein, je vois pour les assos, parfois ça peut prendre 2, 3 mois, 6 mois, où on va faire beaucoup plus d'expérience utilisateur, d'études d'usage avec les collaborateurs de l'assos, avec les bénévoles, avec les bénéficiaires, pour in fine dire, vous, association, vous aviez l'intuition que la tech allait vous révolutionner, que c'était la solution, mais en fait pas du tout. La tech, on vous propose de vous développer un truc low-code, no-code, il y a 10 jours de dev, et en fait par contre, vaut mieux que vous travailliez sur vos process, sur votre stratégie de SMH, etc. Et ça, c'est un projet tech. Et tout projet tech, et c'est vrai complètement dans toutes les entreprises, commence par ça. Donc le mythe de la solution tech, même en low-code, no-code, qui arrive en 5 jours, c'est faux, et surtout c'est une super mauvaise idée. Donc moi je le vois au quotidien, on a fait pivoter un certain nombre d'assos qui, par méconnaissance de la tech, et encore, on commence à avoir une sacrée connaissance de la tech, ou par crainte de la tech, parce que la tech, ça va de la macro Excel au moteur d'intelligence artificielle, hein, donc c'est très large, en fait, parfois ont des mauvaises décisions, aussi impulsées par des financeurs qui disent « je veux mes 20 000 bénéficiaires, mais on s'entend, je voudrais 20 000 bénéficiaires dans les 3 mois ». Là aussi, les financeurs, faut les former à la stratégie tech. La stratégie tech, c'est, on entend plein de gros mots, de Scrum, d'Agile, vous l'appelez comme vous voulez, on est sur du temps court. Hein. Vos financeurs, si vous demandez ça, ça veut dire qu'il faut financer un prototype, financer le cadrage tech dont je viens de parler, financer un prototype, et après, on teste le prototype pendant 1 mois, et on redéveloppe, et on reteste comme ça pendant 6 mois pour avoir des résultats. Donc il y a aussi toute une acculturation des financeurs à faire. Moi, au quotidien, je le vois beaucoup, parce que étant dans le monde des fondations d'entreprise et étant en plus une ESN, j'ai beaucoup de fondations d'entreprise, et je le demande volontairement, qui m'envoient des associations en disant « on finance cet asso, elle est géniale, ils ont un gros problème tech, est-ce que tu peux regarder pour faire du pro bono pour eux sur leur stratégie tech ?» Et en fait, ça marche comme ça. Donc même si le financeur, enfin moi je sais que j'en ai beaucoup, on est assez connus sur le pro bono tech, donc beaucoup de fondations nous envoient des projets, et je trouve ça extrêmement sain. Et ce qui fait que parfois on fait des triangulaires. Je ne parle pas des Google, Salesforce, etc. On fait beaucoup de choses avec eux, évidemment. Et par exemple, avec JP Morgan, avec Sherit, c'est ce qu'on a fait. JP Morgan finance des associations qui, dans leur passage à l'échelle, ont besoin de l'accompagnement tech, qui sont passés par Sherit, derrière des développeurs Accenture, et hop, c'est parti. Donc, il y a aussi je pense d'un point de vue association, il faut aussi que vous éduquiez vos financeurs, c'est facile à dire, des solutions d'accompagnement qui existent en disant, même si vous me fléchez des sous, si vous comprenez l'intérêt et le timing de la transition tech, si vous acceptez de me flécher des sous, donc ça fait déjà 2 conditions, en fait, je préférerais peut-être que vous financiez un accompagnement qui existe déjà par d'autres associations ou d'autres structures qui va m'aider à faire ma transformation, parce que ça se passe pas du jour au lendemain. Voilà. Tu veux prendre la parole? Oui, merci. Non, il y a plein de sujets intéressants sur lesquels rebondir. Celui sur lequel je ne rebondirai pas sur la question de l'accompagnement de la transformation numérique, parce que c'est quelque chose sur lequel on est encore en train de tirer les leçons d'un programme qu'on a lancé. On n'est pas extrêmement satisfait de la manière dont c'est passé, donc c'est un peu tôt pour l'appliquer et puis pour en tirer les leçons. Par contre, par rapport à tout ce qui s'est dit, il y a quand même beaucoup de choses. Alors, on parle beaucoup de transformation numérique, et ça a été précisé, il y a la logique, on va dire une logique plus de projet numérique, c'est comment du numérique va pouvoir améliorer l'impact d'une action particulière, et puis un numérique qui est beaucoup plus structurel, et effectivement il y a des temporalités qui vont pousser à se diriger vers un véhicule philanthropique différent. Sur les questions d'une dimension de transformation numérique dans la recherche d'impact. Par exemple, développer une app pour avoir plus d'impact sur une action particulière. Pour moi, je trouve que c'est dommage de créer un champ particulier lié au numérique. Actuellement, on est en train d'évoluer en tant que financeur. Alors, les financeurs n'aiment pas vraiment se faire appeler financeurs. On estime toujours qu'on fait plus que financeur. J'espère que c'est le cas. Mais en tout cas, sur la question
de l'accompagnement, on essaie d'évoluer vers la question de on appelle ça la philanthropie basée sur la confiance. C'est-à-dire pas se dire j'ai une stratégie, est-ce que vous, association, vous allez être capable de mettre en œuvre une partie de cette stratégie, mais on partage un objectif de transformation commun. Vous avez une vision qui rentre dans cet objectif de transformation. On veut soutenir cette vision. Voilà, donc ça, on va appeler ça soutien structurel. Mais on va effectivement apprécier la vision et l'alignement de la vision avec une logique de transformation générale, mais aussi comment l'association va structurer cette mise en œuvre de cette vision. Et le numérique, et l'aspect numérique, est un des aspects de tout ça. Hein. Enfin, de la manière que si je veux creuser un puits, est-ce que je vais y aller avec une pelle ou avec une foreuse? C'est un peu grossier comme exemple, mais c'est ça en fait. Pour moi, ça va être un élément d'appréciation, de qualité de mise en œuvre d'une vision comme un autre. Et donc ça, c'est un vrai travail à faire. Et ça veut dire aussi qu'on ne va pas soutenir des projets sur un an avec des objectifs très précis, plutôt soutenir une vision et puis laisser 2-3 ans ou plus pour apprécier justement si elle se réalise. Ça peut correspondre à comment intégrer du numérique dans une logique d'impact précise. Après, pour des logiques de transformation beaucoup plus structurelles, sur la mise en place d'un nouveau système d'information, d'un CRM ou autre, alors moi j'ai passé 20 ans dans le secteur associatif. J'ai eu la chance de diriger une ONG qui devait être dans les 100 premières françaises qui n'avait pas de DSI. La question effectivement informatique et numérique est assez mal considérée, elle est accessoire. Je crois que nous c'était traité dans le domaine de la logistique, pour donner un exemple. Et surtout ce qui est sidérant au niveau de structures, qui sont des structures qui par moment des budgets de plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros, c'est par moment c'est géré de manière très, j'ai envie de dire comme une épicerie, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on va dépenser les subventions qu'on va recevoir. Et donc le recours à l'investissement est très peu considéré de la part du secteur associatif. Or, il y a des outils qui sont quand même assez accessibles, notamment les titres associatifs ou le recours à l'épargne, où il y a finalement plus de moyens que de demandes en fait, de la part du secteur associatif. Et là aussi, je pense que ça peut être le rôle des financeurs de pouvoir accompagner les associations pour recourir en fait à ces questions d'investissement pour soutenir leurs besoins de transition numérique. Ce que je retiens aussi, et c'était super intéressant, les éléments liés à aussi une égalité entre les acteurs privés et les associations sur les questions de transformation numérique. Et c'est là aussi où, en tant que financeur, on peut avoir un rôle de levier, parce que on peut être écouté des pouvoirs publics, on peut, en se fédérant entre financeurs, avoir des effets de plaidoyer. Et je pense que là, il y a quand même des champs quand même très intéressants à creuser à ce niveau-là. Et puis je voulais rebondir sur un dernier élément, quand on parlait de CRM et de dire que certaines associations ne considèrent pas avoir besoin d'un CRM. J'ai toujours essayé quand même de rapprocher les différents mondes, que ce soit le privé, l'associatif ou autre. Et je suis quand même toujours surpris de la méfiance qu'il y a entre ces différents mondes. Or, quand on parle de développer un service, quand on parle de relations clients, finalement, il y a beaucoup de techniques, et les techniques les plus développées vont être souvent issues du secteur marchand. Alors évidemment, il ne faut pas les appliquer telles quelles, il faut les adapter, parce qu'on n'est pas dans une logique de maximisation du profit, on est dans une logique d'avoir le maximum d'impact pour le public qu'on va suivre, mais il y a néanmoins, en fait, il ne faut pas être sectaire dans l'intégration de certaines approches, et je pense qu'une logique de CRM est très utile par rapport à une population qu'on veut pouvoir appuyer. Et dernier point, ça a été évoqué, par expérience aussi, les solutions techniques qui vont se présenter au secteur associatif et au secteur philanthropique sont souvent quand même les grandes solutions privées, des univers privés. Et on parle, et quand même pour un coût à terme, c'est en termes de la soutenabilité de s'impliquer dans un environnement, je ne vais pas citer de marque, mais vous voyez un petit peu de quoi je parle, c'est très facile de s'y retrouver pour un acteur associatif et philanthropique, et donc finalement on parle beaucoup aussi de méthodes plus accessibles, en no-code, en libre, en low-tech, mais les manières de guider les acteurs de l'intérêt général vers ces solutions sont
assez difficile à identifier. Il y a Gabriel qui voulait rebondir sur la partie CRM. Je le dis juste après, mais je serais assez curieux de voir aussi votre retour sur les postures des assos vis-à-vis de ces grands défis potentiellement que vous mettez dans l'échange sur la table, qui peut être aussi des freins que vous rencontrez vous en tant que financeur. On va dire financeur aujourd'hui. Et voilà, mais Gabriel, je voulais rebondir. Rapidement sur un point qui me semble clé, c'est que je suis parfaitement d'accord avec toi, Alexandre, quand il s'agit de, je sais pas moi, je suis une association et puis j'ai 20-30 personnes, je suis une grosse association qui cherche à trouver du financement en France. En fait, être commercial ou chercher du financement, il y a des gens qui vont m'envoyer des scuds ensuite sur LinkedIn, mais grosso modo, ça va répondre à peu près aux mêmes logiques de je vais aller chercher des financeurs, je vais avoir une logique de prospection, etc. Et le CRM s'applique à 100%. Ensuite, là où je pense qu'il peut y avoir plus de discussion, c'est quand j'ai un programme d'accompagnement, j'accompagne des jeunes, 1000, 5000, 10 000, dans un programme de mentorat. Est-ce que le CRM peut venir répondre? Est-ce qu'il ne peut pas venir répondre? Il faut pouvoir regarder le sujet. Et donc, parfois, peut-être que ça va être parfaitement le cas, parce que c'est un suivi très interne. C'est des salariés qui suivent des utilisateurs, donc ça va très bien marcher. Mais souvent, il y a quand même un point, nous, sur lequel on insiste beaucoup chez Huggle, qui est la question de, je vais avoir beaucoup de parties prenantes autour d'un bénéficiaire. Je vais avoir à la fois un formateur, un expert, un mentor, un salarié, un conseiller Pôle emploi, enfin, beaucoup de monde. Et là, dans ces cas-là, on se pose la question de quels outils sont adaptés pour faire ce suivi du bénéficiaire, est-ce que je mets en œuvre, etc. Donc voilà, c'est juste pour souligner que je pense qu'en effet, il n'y a pas de pas avoir un anti-CRM de base, ça ne sert à rien. Et par contre, il faut bien diagnostiquer les usages, tu en parlais tout à l'heure, pour se dire, mais en fait, c'est quoi la plateforme qui va vraiment permettre de répondre au sujet? Parce que nous, on constate quand même très souvent chez Huggle ce sujet de l'information qui est brisée. C'est-à-dire que l'information, elle a bien été sourcée à un endroit, mais en fait, elle ne se diffuse pas aux différentes parties prenantes qui accompagnent ces bénéficiaires, et là, c'est vraiment un gros sujet dommage. Toute petite chose, on parle beaucoup des CRM en interne, des associations pour se piloter et puis rendre des comptes aux grands philanthropes. Mais aussi, il faut savoir que dans une association aussi, il y a aussi l'autre côté. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé d'avoir une quinzaine de financeurs qui avaient chacun leur propre CRM sur lequel je devais déposer à chaque fois de façon sur un même programme, parfois c'était des cofinancements, de façon extrêmement différente, avec des grilles d'entrée, des variables, des critères très différents, toutes mes données de reporting. Donc cette logique numérique, elle est interne, mais elle est aussi semi-externe pour pouvoir rendre des comptes en termes de mesures d'impact. Et il faut une très grande souplesse et pour le coup, si on est accompagné, voilà, c'est pas que du financier, hein, je te rejoins vraiment, l'accompagnement c'est tout simplement monter en compétence sur le sujet et être le plus agile possible, parce que les financeurs, ils sont français, mais ils sont aussi à l'international, donc avec aussi d'autres prismes, d'autres grilles d'entrée, d'autres angles, d'autres façons de voir, et tout simplement, les entrées dans leur CRM ne sont absolument pas les mêmes, c'est pas du tout le même mindset. Donc tout ça fait beaucoup pour une petite association. Enfin, je dis petite versus les très grosses, qui sont peut-être un peu plus outillées, mais la majorité sont plutôt petites. Et donc, il faut une très grande agilité, une très grande flexibilité. Et donc, les outils numériques et l'accompagnement à comprendre et à être le plus agile à l'interne et à l'externe, c'est vraiment clé. Si je peux compléter, c'est extrêmement vrai sur ce que tu dis sur chaque entreprise, chaque financeur, mécène. À son propre système pour postuler, mais il faut aussi, ce que je disais tout à l'heure, de la collaboration entre les mécènes, du bouche à oreille, de ce que je vous expliquais tout à l'heure par exemple avec JP Morgan, c'est aussi extrêmement vrai. C'est aussi ce pourquoi on se parle beaucoup entre fondations, parce que on va regarder toujours de plus près une assoce qui nous est poussée par une fondation, parce qu'ils savent son prix, etc. La puissance du réseau est quand même assez forte sur ça. Et par rapport à ta question sur les associations, ce qu'on voit, je vais l'illustrer. Donc, on est partenaire de Sherit depuis 5 ans, qui est une association qui accompagne d'autres associations dans leur transition digitale. Et en fait, je participe avec les autres ESN partenaires de Sherit au jury de sélection de Sherit. Et donc,
99,9% du temps, les besoins, c'est du pressant, c'est du CRM. Et les associations, du coup, arrivent toujours, ce qui est normal, avec un besoin. Et donc, nous, notre frustration d'un point de vue accompagnant, financeur, SN, comme vous voulez, c'est qu'on dit à chaque fois, mais le CRM, franchement, je retourne le truc, on pourrait complètement avoir une sorte d'outil, je sais que c'est un peu une utopie, mais c'est toujours les mêmes besoins, c'est planifier, suivre les bénévoles, suivre les parties prenantes, c'est planifier des ateliers, c'est avoir un truc centralisé pour les régions, faire du knowledge transfer dès qu'on essaie, etc. Franchement, il y a des trucs standards qu'on pourrait facilement, en low-code, no-code, déployer un peu partout. Donc avec Charlie, on travaille là-dessus, parce que franchement, ça déstresse l'association de répondre à son urgence de gestion interne. L'urgence est évidente. Et à chaque fois, quand on est dans le monde de la tech, on se dit, là, cette association, vu le besoin qu'elle adresse, il y a un sujet tech, mais tech au sens transformatif, usage, service, accès à des bénéficiaires, ou la façon d'accéder à des bénéficiaires qui peut être ultra puissante. Et la sauce est tellement engluée, et à juste titre, dans ses besoins CRM, qu'elle ne peut pas penser à ce que la tech, entre guillemets, un peu plus sexy, surtout pourrait lui apporter en termes d'impact pour les bénéficiaires. Et à chaque fois, ce qu'on se dit avec les autres ESN, c'est OK, on va vite fait le CRM, on va rassurer, on va étudier les process, OK, le CRM est délivré, OK, c'est cool. Donc après, maintenant, voilà, on a envie de vous aider à découvrir d'autres modalités de tech qui vont vous aider à rompre sur des usages, à aller voir d'autres gens, à intéresser d'autres terrains, parce que la tech ne doit pas être frustrante. Et je terminerai juste là-dessus. Pour moi, il y a 3 types de tech. Il y a la tech effectivement sexy dont je suis en train de parler, la tech nécessaire, on va dire CRM, qui est le besoin premier à adresser. Mon conseil hors de question de s'adresser à la tech sexy, donc on n'a pas traité la tech nécessaire. Et il y a la tech qui stresse, c'est la tech réglementaire. Et là, moi, je vois beaucoup d'associations qui viennent de plus en plus sur le RGPD. Ça, c'est un mot qui fait extrêmement peur. Parce que c'est une vraie formation de traiter la conformité, les règles, et une association aussi grosse soit-elle, j'en ai vu certaines, je regarde mais c'est pas la tienne, aussi grosse soit-elle, ça peut être un cauchemar que les données de ces bénéficiaires soient rendues publiques du jour au lendemain, je dirais même encore plus que pour une entreprise classique. Donc là, il y a aussi ce sujet-là, où pareil, on bosse avec Charlie là-dessus, sur accompagner les assos, parce qu'au final, c'est pas si compliqué que ça, de mettre en place des process RGPD, mais il faut pareil expliquer et anticiper les potentiels travers. Ouais, micro-réaction juste sur le contexte réglementaire, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais il y a aussi le contexte réglementaire de l'État sur toutes les politiques d'insertion, etc. Je donne un exemple, si vous faites du service civique aujourd'hui en France, tous les 6 mois, les 9 mois, vous allez avoir des modifications sur le contrat de gestion du service civique, donc en tant qu'association, vous allez devoir vous adapter. Donc je pense que c'est un conseil important quand on a un projet numérique, bien se poser la question de comment mon cadre réglementaire va évoluer aussi, et donc quel impact il va avoir sur le numérique. Je te remercie. Il nous reste... merci beaucoup pour ce tour de table. On va passer à des questions, s'il y en a dans le public, sur ce qui a été dit. On a 7 minutes, donc suivant la taille des questions et la taille des réponses, pour en prendre plus ou moins. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir, comme en gros, et qui veulent raconter leur point de vue, ou poser des questions à des personnes présentes? La première question est toujours la plus difficile, je suis sûr qu'il y en avoir. Allez, je t'amène au micro. Oui, Jacques-François Marchandy, j'avais le plaisir d'être dans l'atelier de ce matin sur ce sujet-là, qui était un très chouette moment d'échange. J'ai été pas mal d'années dirigeant associatif, notamment de la FIG, donc avec un problème que n'ont pas la plupart des assos, c'est-à-dire on avait un peu trop de gens compétents en numérique dans l'équipe et dans notre environnement, donc un cimetière d'outils absolument formidable. Et moi j'ai l'impression que on a quelque chose à perdre, à dire en gros à des acteurs associatifs, il y a la transition numérique, tant que vous ne l'avez pas fait, vous êtes des ringards, etc. Et demain sera numérique ou ne sera pas. Pour plusieurs raisons. D'une part, ça fait quand même quelques années que le numérique au sens large est pas mal sur la sellette, sur le plan de plein de choses dont vous avez parlé, l'inclusivité, la sobriété, tout un ensemble de choses comme ça, que tout ça fait écho à un ensemble de raisons culturelles pour lesquelles dans certains champs associatifs, je pense au social ou à l'environnement, il y a eu une certaine technophobie
en fait assez justifiée ces dernières décennies. C'est en train d'évoluer beaucoup, mais il y a cet état des choses. C'est-à-dire que potentiellement, ce qu'on ne peut pas dupliquer des entreprises cherchant avant tout le bénéfice à des valeurs de l'économie humaine, c'est le fait de dire bon, allez, vous allez être des bonnes machines productives, et puis ça va dropper, et modernisez-vous avec la tech, parce que la tech c'est la modernité. Je pense qu'il y a quand même un petit ajustement à faire. C'est qu'on n'est pas en train de parler des mêmes clés et critères de choix, dès lors qu'on considère que la tech n'est pas un horizon, mais un ensemble de leviers au service d'un ensemble d'intentions et de valeurs. Merci pour cette réflexion. Effectivement, tout à l'heure, on parlait des associations qui pourraient faire le choix autre par rapport à leur prisme de valeurs. Les valeurs, ce sont des contraintes qu'elles décident elles-mêmes de s'appliquer, et que ce soit un univers acceptable, certaines associations ne souhaitent pas se lancer dans le tout numérique ou le sentent comme une appréhension, alors soit au niveau des administrateurs, soit même parfois auprès des équipes salariées qui ont du mal avec la multiplicité des outils, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut identifier que des contraintes que se posent les associations, c'est de là où naissent leurs projets spécifiques. En fonction de chaque association devrait avoir son propre projet de transition numérique, et c'est de ces contraintes-là que pourraient naître les plus beaux projets de transition numérique comme en architecture. Si je peux ajouter quelque chose, le numérique, effectivement, il y a un moyen, etc. Et je trouve que le secteur associatif, vous avez une carte de nouveau à jouer par rapport au secteur conventionnel. Je m'explique. Le secteur associatif, vous avez été vu, vous continuez d'être vu comme un secteur où on peut innover. Alors on peut dire par frugalité, par manque de moyens, on peut dire plein de manières différentes. Mais vous êtes au contact, vous avez moins de moyens que d'autres structures, donc vous innovez en permanence. Et de votre secteur, depuis ces 10 dernières années, en termes d'innovation sociale, vous avez fait remonter un certain nombre d'innovations dans le secteur conventionnel. Sur la tech, c'est pareil. Le tout tech, la fond tech, le 100% tech, etc. En fait, on commence déjà à entendre parler de sobriété, de numérique essentiel, et quel est le juste usage de la tech, en lien avec la transition écologique évidente. Et là, encore une fois, vous avez un truc à jouer. Vous pouvez être les porte-paroles ou les méta-testeurs, vous appelez ça comme vous voulez, de la tech de demain, mais la tech juste, entre guillemets, juste la tech essentielle. Et je pense que vraiment, ça peut intéresser aussi pas mal de financeurs. Est-ce qu'il y a une autre... Merci beaucoup pour ces interventions. Je regarde là rapidement. C'est une question ou un commentaire sur ces sujets-là. Des gens qui sont motivés. Est-ce que vous avez soulève une dernière réflexion? Peut-être une idée qu'on n'a pas beaucoup abordée aujourd'hui, c'est comme la question des communs en tech. Et donc juste, tu l'as évoqué rapidement, de la question de ces besoins récurrents, notamment d'associations sectorielles qui ont toutes des besoins convergents. On en a un peu parlé au niveau du mentorat aussi, etc. Mais il me semble que dans l'idée qu'on a aujourd'hui d'essayer aussi de fédérer les énergies, il y a quelque chose à jouer de ce côté-là. La tech aujourd'hui, elle doit se jouer aussi de manière collective. Et voilà, ça impose du temps, ça impose des réflexions stratégiques pour les associations, c'est pas facile. Mais je pense que c'est aussi en l'abordant comme ça qu'on va mieux y arriver. Si chaque association prend son projet tech dans son coin par rapport à ses problématiques, alors qu'en fait, elle a 10, 15, 20, 30 associations consorts qui font la même chose et qu'elles ne réfléchissent pas ensemble là-dessus, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de dommage. Et donc là-dessus, je pense qu'il y a des initiatives chouettes qui devraient pouvoir apparaître dans les prochains mois, prochaines années. Oui, J'essaierai de finir sur une note assez optimiste, j'ai envie de dire, c'est que et à la fois un plan de route assez ambitieux pour les accompagnateurs du numérique sur les associations. Il y a autant de projets associatifs et de projets numériques sur ces associations qu'il y a d'acteurs de l'accompagnement. En fait, les accompagnateurs, qu'ils soient privés ou associatifs, ont des solutions adaptées pour chacune. Les pouvoirs publics ont des dispositifs d'accompagnement globaux qui peuvent être ciblés. Je parlais tout à l'heure du DLA, mais ce sont des dispositifs dans lesquels on peut se faire accompagner sur les outils de transition numérique, et que globalement, que ce soit les acteurs de l'accompagnement numérique ou les acteurs associatifs,
ont un plaidoyer, je pense, un peu à structurer sur comment on passe à l'échelle supérieure sur sa transition numérique pour ne pas la subir et ne pas en subir les conséquences délétères. Merci, oui, je vais clôturer puisque il est bientôt là. Moi, ce que je retiens à cet échange, quand même, c'est que, pour utiliser des poncifs, il n'y a pas les assos, mais il y a des assos. J'ai entendu qu'il y a des assos qui ont des volontés transformatrices et qui potentiellement peuvent avoir du mal à trouver des interlocuteurs, interlocutrices auprès des financeurs ou des accompagnateurs qui vont répondre à leurs besoins. Il y a des assos qui n'ont pas encore la maturité ou ni la culture de le faire, qu'elles soient grandes ou petites, et où là il y a une question de formation, de transmission de la connaissance qui peut permettre d'aborder ça. Et du côté des financements, il y a des financements qui financent spécifiquement le numérique et des autres qui sont un peu perdus là-dedans. Quand tu évoquais le fait qu'on sollicite là-dessus, ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a un peu un côté entonnoir, quoi. Dans un environnement où vous êtes quand même, il y a des milliers de fondations, il y a aussi peu de fondations qui travaillent sur la transition numérique des assos et qui soient pas en capacité eux-mêmes de le traiter, de se dire vous voulez faire ça, on vous donne les fonds, allez chercher des solutions vous-même. Je pense que c'est tout un écosystème aussi où il y a encore beaucoup à construire, quoi, sur cette question-là, tant de la connaissance que de la manière de le financer, de le faire financer, quoi. Et c'est un peu la fin, je suis désolé. Oui, c'est une phrase. Vas-y. Allez, on fait une exception. Ouais, je au négocie. titre de ma faiblesse. Je négocie dur. C'est juste que tout à l'heure sur la remarque d'inégalité des acteurs associatifs avec les acteurs privés, du fait que ça coûtait 2 fois plus cher, etc., que Gabriel mentionnait. Alexandre, tu as dit une chose vraiment très importante qui est en se groupant entre financeurs, on peut monter au créneau, on peut faire du plaidoyer là-dessus. Et moi, ça me paraît important de ne pas oublier cet aspect-là. Et il y a un jumeau de cet aspect-là, c'est que dans l'ESS, il y a aussi les coopératives, et les coopératives ont un effet extrêmement transformateur, et j'allais dire à des fins d'intérêt général, du numérique. Les scopes et les cycles du libre sont absolument structurantes pour le numérique de demain. Et là, pour le coup, les fondations ne peuvent pas les soutenir. Donc si le plaidoyer pouvait être biface, à mon avis, tout le monde y gagnerait. Je te remercie. Du coup, oui, j'allais parler de plaidoyer. En tout cas, il y a un discours à porter. Puisqu'autour de la table, je pense qu'on est tous convaincus des changements qu'il y a opérés. Et peut-être que le problème, c'est qu'on n'était pas assez nombreux à en être convaincus. En tout cas, ou en avoir conscience, à en parler. Et effectivement, il y a plein de ramifications à l'histoire des coopératives, des financements de l'État qui sont difficiles à débloquer, de la fiscalité, etc. C'est autant d'enjeux qu'il va falloir adresser d'une manière ou d'une autre. Et le chantier est grand. Voilà, je voulais vous remercier pour votre participation et remercier le public pour leur présence et leurs encouragements chaleureux pendant toute cette conférence. Ouais. Merci. Ça va ? Pile dans le temps. Ça va ?